Imaginez un peu la scène. On est en 2015 et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, envoie une lettre à toutes les universités Oui, une lettre pour les inciter, et c'est assez direct. à fermer les départements de sciences humaines et sociales. Carrément. L'argument étant qu'elles ne servent pas assez bien les besoins de la société. Et c'est fou parce que la même année, en Suisse, le parti UDC propose quasiment la même chose. On a l'impression d'entendre une vieille rengaine, quoi. Les littéraires contre les scientifiques, l'inutile contre l'utilitaire. C'est ça. On se dit que c'est une attaque politique, idéologique, et c'est sûrement vrai en partie. Oui, mais la question qu'on va explorer aujourd'hui est, disons, un peu plus dérangeante. Ah oui. Parce qu'elle nous oblige à regarder ce qui se passe à l'intérieur même de la discipline. Attendez, vous voulez dire que les sociologues auraient leur part de responsabilité? C'est une critique assez dure. C'est précisément la thèse provocatrice de l'ouvrage qui va nous guider. La question serait: et si la sociologie avait, par certaines de ses dérives, offert le bâton pour se faire battre? Exactement. Et si une partie de la méfiance qu'elle inspire venait de ses propres pratiques? Là, ça devient très intéressant. On sort du débat purement politique pour entrer dans une critique interne. C'est ça, c'est beaucoup plus subtil. Et pour creuser cette idée, on s'est appuyé sur des extraits du livre Le danger sociologique de Gérald Bronner et Étienne Guérin. Et leur thèse, c'est quoi exactement? Leur thèse est percutante. Ils affirment qu'une certaine forme de sociologie, en s'éloignant de la rigueur scientifique, est devenue sa propre ennemie. Elle nourrirait elle-même les critiques qu'elle dénonce. Voilà, d'accord, le décor est planté. Alors, pour y voir clair, je propose qu'on procède en 3 temps. D'abord, on va regarder quelques cas concrets, des histoires assez folles, qui ont vraiment secoué le milieu. Bonne idée. Ensuite, on ira au cœur du problème, avec les deux grandes critiques des auteurs. La tendance à la métaphysique et puis cette vision de l'individu presque irresponsable. Et enfin, on verra l'alternative qu'ils proposent. Exactement. La fameuse sociologie analytique. Ça vous va? C'est un plan parfait, allons-y. Alors, on commence fort. Une histoire qui se passe à la Sorbonne, excusez du peu, en 2001. C'est peut-être l'exemple le plus célèbre. Et le plus fou, oui. La thèse de sociologie d'Elisabeth Tessier, l'astrologue que tout le monde connaît. Une thèse sur l'astrologie, soutenue par une astrologue. Déjà, le programme est spécial, Mais le plus incroyable, c'est qu'elle obtient son doctorat. avec la mention très honorable. Alors, très honorable, ça sonne bien, non? On imagine les félicitations. En fait, dans le jargon universitaire, c'est la mention la plus basse quand la thèse est acceptée. C'est une façon polie de dire que c'est très très médiocre. Ah d'accord, mais ça n'a pas empêché Elisabeth Tessier de sortir de là en triomphant et de déclarer à la presse, je cite, « Il a fallu attendre 350 ans le retour de l'astrologie à la Sorbonne ». C'est beau. Le symbole était désastreux. C'est complètement lunaire, surtout quand on sait que pendant sa soutenance, elle a sorti des phrases comme « l'unique vérité est vibratoire ». Oui, et le directeur de thèse dans tout ça, Michel Maffezoli, une grande figure du postmodernisme, Et comment il s'est défendu? en disant que la sociologie n'est pas une science mais une connaissance. Une pirouette un peu facile, non? Complètement. Et c'est là que l'anecdote devient un vrai symptôme. Ce n'est pas juste une histoire drôle sur les délires universitaires. C'est la preuve qu'un certain laxisme intellectuel peut s'installer, au point qu'un travail sans aucune rigueur peut être validé au plus haut niveau. Face à ça, j'imagine que certains sociologues, les plus rigoureux, ont dû littéralement péter un câble. Eh bien, certains ont réagi par l'absurde. C'est là qu'entrent en scène les canulars scientifiques. Ah oui, Le évidemment. plus célèbre en France est assez récent. En 2015, deux sociologues ont réussi à faire publier un article totalement bidon, Dans la revue Société. dirigé par ce même Michel Maffesoli, oui. Le titre était incroyable, Automobilité postmoderne quand l'autolib fait sensation à Paris. En chef-d'œuvre de parodie, ils avaient truffé le texte de jargon incompréhensible juste pour voir si ça passait. Il parlait de l'autolib comme d'un véhicule poly-identificatoire. Du topos de l'enracinement dynamique. Et le meilleur, c'était le jeu de mots pseudo-philosophique. L'existence précède l'essence. En parlant d'une voiture électrique, il fallait oser. Et c'est passé, comme une lettre à la poste. Et ça fait directement écho à une affaire plus ancienne, internationale cette fois, l'affaire Sokal en 1996. Alan Sokal, le physicien. Oui, un physicien qui en avait marre de voir des intellectuels, souvent français, utiliser des concepts scientifiques n'importe comment. Alors il a écrit un article volontairement absurde, transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique, et il l'a soumis à la revue Social Text. Et bien sûr, Ils l'ont publié.
Le texte était un gloubi-boulga de non-sens, mais comme il cochait toutes les bonnes cases idéologiques, le comité de lecture n'y a vu que du feu. La réaction a dû être terrible. Ce qui est fascinant, c'est la stratégie de défense. Plutôt que de se remettre en question, beaucoup d'intellectuels ont crié à la malhonnêteté de Sokal. On a déplacé le débat. Exactement. Au lieu de se dire « Oups, on s'est fait avoir, il y a peut-être un problème de rigueur chez nous », la réaction a été « C'est un méchant physicien qui nous attaque ». On évite la question de fond. Ces affaires sont des symptômes vraiment spectaculaires. Mais pour Bronner et Géin, j'imagine que le problème est plus profond. Oui, tout à fait. Ces canulars ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, selon eux, touche à deux piliers de la pensée sociologique. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la dérive métaphysique. Ça sonne un peu technique. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire expliquer les phénomènes sociaux en faisant appel à des entités abstraites auxquelles on prête une volonté, une intention, comme si c'était des personnes. Vous avez un exemple? Il cite le concept de noosphère des Garmorins. C'est une sphère où les idées seraient des êtres psychiques vivants qui peuvent nous posséder. Des êtres psychiques vivants, on est plus dans la science-fiction que dans la science, là. Le reproche, c'est que ce n'est pas scientifique, au sens où ce n'est pas réfutable. Comment prouver qu'un être psychique n'existe pas? C'est une jolie image peut-être, mais pas une explication. C'est ce fameux biais d'agentivité, non? La tendance à voir des intentions partout? Exactement. Et appliqué à des sujets plus classiques, ça donne des analyses où l'on parle du capitalisme ou du patronat comme d'un grand méchant qui complote pour maintenir les inégalités. Ah oui, je vois. Ils prennent l'exemple du sociologue Loïc Wacan. Il analyse l'explosion de la population carcérale aux États-Unis comme une stratégie de l'État pour maintenir la soumission des dominés. C'est le fameux raisonnement du qui prodeste. À qui profite le crime? Si ça profite aux dominants, c'est que ça a été fait pour ça. Voilà. C'est un raccourci intellectuel. On part de la conséquence, les prisons sont pleines de personnes issues de milieux défavorisés, et on en déduit que c'était l'intention de départ. On confond la fonction et la cause. D'accord, ça c'est le premier grand problème. Et le second, vous disiez? Le second est encore plus polémique. Il concerne la figure de l'acteur social, de l'individu. Là, on touche à un point sensible. Les auteurs critiquent une sociologie qui, à force d'insister sur les déterminismes sociaux, finit par dépeindre un individu totalement irresponsable. Une sorte de marionnette, quoi. On se souvient tous de la phrase de Manuel Valls après les attentats de 2015 « Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». Ça avait provoqué un tollé monumental. À juste titre, car expliquer n'est évidemment pas excuser. Mais Bronner et Géin retournent la question. Et si certains sociologues, par leurs explications, en venaient à effacer complètement la notion de responsabilité? Ils ont des exemples précis. Ils citent Geoffroy de la Gasnerie, qui explique les attentats contre les terrasses parisiennes comme une réaction à la violence sociale de ces lieux. Pour lui, les terroristes ne sont que les vecteurs d'une souffrance sociale. Leur motivation djihadiste serait presque un habillage. Mais attendez, le rôle de la sociologie, ce n'est pas justement de montrer le poids des structures, de l'environnement. Si on enlève ça, on ne tombe pas dans le discours simpliste du « quand on veut, on peut ». C'est une excellente objection. Et c'est le cœur du débat. La critique ne vise pas à nier l'influence du social, bien sûr que non. Elle vise la version extrême de cette idée, le surdéterminisme, c'est-à-dire En décrivant l'acteur social comme une créature sans cerveau, une pure courroie de transmission, cette sociologie se prive de tous les apports des sciences cognitives, par exemple. qui nous disent plutôt l'inverse en fait. Exactement. Les neurosciences nous montrent un cerveau d'une complexité folle, avec un lobe frontal surdéveloppé qui est précisément l'organe de l'inhibition, du choix. C'est la machine biologique qui nous donne le plus de liberté. Et donc, en s'enfermant dans le postulat que seul le social explique le social, Cette sociologie déterministe devient incapable de penser le changement, l'imprévisibilité, bref, la liberté humaine, même si elle est contrainte. d'accord, le diagnostic est sévère. Jargon, laxisme, pensée métaphysique. Alors si on rejette ce modèle, quelle est l'alternative? Que propose-t-il? Ils appellent à un retour aux fondamentaux, d'une approche inspirée par l'un des pères de la discipline, Max Weber. C'est ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Ou la sociologie analytique. Le principe de base, c'est quoi? Il est assez simple, mais très puissant. On arrête de parler de la société comme d'une entité qui pense ou qui agit. Pour expliquer n'importe quel phénomène social, on doit repartir des individus. Et la clé, c'est de comprendre leurs raisons d'agir. Exactement. Comprendre les raisons pour lesquelles les acteurs agissent comme ils le font.
L'analogie qu'ils utilisent est très parlante, celle de l'automobiliste au feu rouge. Pourquoi s'arrête-t-il? Un sociologue déterministe pourrait parler de la force de la norme sociale. Mais l'automobiliste s'arrête parce qu'il comprend le signal, il anticipe que les autres vont démarrer, il évalue le risque d'un accident. Ou d'une amende. Ou d'une amende, bien sûr. Son action est le produit d'un raisonnement, même s'il est ultra rapide. C'est une image très claire. L'automobiliste n'est pas une marionnette de la loi, c'est quelqu'un qui calcule, qui anticipe. Voilà. Le social n'est pas une force mystérieuse qui nous traverse, c'est cet ensemble de contraintes et d'anticipations que nous prenons en compte. Mais là, j'entends déjà l'objection. Est-ce que ça ne revient pas à dire que les gens sont toujours parfaitement rationnels? Des sortes de petits homo economicus? Non. Et c'est le point crucial. La rationalité de l'acteur n'est pas parfaite, elle est limitée, comme le disaient les chercheurs Simone et Marsh. Qu'est-ce que ça veut dire, limiter? Ça veut dire que les raisons d'un acteur peuvent se baser sur des croyances totalement fausses, sur des émotions. L'action du sorcier qui danse pour faire tomber la pluie est rationnelle de son point de vue. Parce qu'il a de bonnes raisons de croire à l'efficacité de son rite. Même si objectivement ça ne marche pas. On ne cherche pas la solution optimale, mais une solution satisfaisante. On fait au mieux avec les infos, le temps et les capacités qu'on a. Donc, ce n'est pas un super-héros de la logique. Non, c'est juste quelqu'un qui essaye de donner du sens à ce qu'il fait. Pour montrer que les valeurs ne sont pas non plus des programmes automatiques, ils prennent un exemple tragique mais parfait, le capitaine du Costa Concordia. Ah oui, Francesco Schettino. Tout le monde se souvient de ce naufrage en 2012. Le navire coule et le capitaine quitte le navire avant tout le monde. Le déshonneur absolu. L'analyse qu'en font Brunner et G1 est lumineuse. Ils expliquent que la valeur de l'honneur du capitaine qui veut qu'il quitte son navire en dernier existe. C'est une norme sociale très forte. Schettino la connaissait parfaitement. Mais cette valeur n'a pas causé son action. C'est ça, le point clé. Elle n'a pas agi sur lui comme une force de la nature. Face à la peur, il a fait un choix. Il a choisi de ne pas respecter cette valeur. La vertu a un coût, comme ils disent, elle n'est pas automatique. Cet exemple montre de manière éclatante que les valeurs ne sont pas des programmes informatiques. Ce sont des idéaux, mais c'est toujours l'individu qui, en situation, arbitre. Donc la valeur était là, dans sa tête, mais la peur a été plus forte. Il a fait un choix. C'est ça, l'agentivité. C'est exactement ça. Et du coup, le portrait de l'acteur social qui se dégage est beaucoup plus nuancé. Ce n'est ni un idiot culturel programmé par son milieu, Ni l'homo economicus parfaitement rationnel. voilà. C'est un agent autonome, mais dont la liberté et la rationalité sont contraintes et limitées. Bon, si on fait le bilan, ce qui ressort, c'est un plaidoyer pour une sociologie plus humble peut-être, mais beaucoup plus rigoureuse dans ses méthodes. Oui, une mise en garde contre le jargon qui cache le vide, contre le laxisme et contre ces grandes explications qui effacent l'individu. L'enjeu fondamental, c'est le modèle de l'être humain qu'on utilise. Absolument. En abandonnant l'idée d'un acteur doté de raison, même limité, au profit d'une marionnette, une partie de la discipline s'est condamnée à des explications simplistes. Et pire, elle s'est coupée des avancées passionnantes des sciences cognitives. Qui confirme chaque jour la complexité du cerveau humain. Cet organe de la liberté. C'est une excellente conclusion. Et comme toujours, on aime finir avec une pensée à emporter. La prochaine fois qu'on lit une analyse sur un grand phénomène de société, que ce soit la délinquance, un vote surprise, on pourrait se poser une question simple. Quelle image de l'être humain se cache derrière cette explication? Est-ce celle d'un individu qui fait des choix, même sous contrainte, Qui a des raisons d'agir, même si elles nous paraissent mauvaises? ou est-ce celle d'un pion déplacé par des forces invisibles sur un grand échiquier social? La réponse à cette question en dit souvent bien plus sur la sociologie qui est à l'œuvre que sur le phénomène qu'elle prétend éclairer.